On est très heureux de vous accueillir ici à la Fondation Jeantet. Je vais juste vous dire deux mots sur la Fondation avant de présenter le conférencier de ce soir et la personne qui modérera la table ronde qui va suivre. Donc la Fondation Jeantet a été créée en 1983 ou 83, ça dépend s'il y a des Vaudois dans la salle, et avec le but de promouvoir la recherche en biomédecine en Europe et à l'Université de Genève. Donc la Fondation soutient la faculté de médecine à l'Université de Genève et offre chaque année un prix qui peut être considéré un peu comme le prix qui est le plus grand en Europe après le prix Nobel. Donc ce soir, on est vraiment très heureux d'accueillir Stephen Lorenz, qui est un médecin, neurologue. Il est directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge. Il est professeur à l'Université de Liège, où il dirige l'unité de recherche GIGA sur la conscience. Il est actuellement aussi professeur invité à l'Université de Laval. Et c'est vraiment un spécialiste de la conscience et de l'altération de la conscience dans des cas comme le coma, les traumatismes crâniens. Il a étudié le cerveau de toute une série de personnes qui sont soit des scientifiques, soit au cours de la méditation, ce qu'on va entendre ce soir, mais aussi des musiciens, des athlètes, des chamans, des personnes en transe. Donc vraiment un des spécialistes mondiaux, si ce n'est le spécialiste mondial de l'altération de la conscience, et on se réjouit vraiment d'entendre ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Un élément que j'aimerais mentionner aussi, c'est qu'il y a une grande discussion sur la conscience chez les animaux, et donc il y a eu une déclaration de Cambridge en 2012 sur la conscience des animaux, et donc il est un co-signataire. Et dans le monde de la recherche, cette déclaration de Cambridge est extrêmement importante. Donc on va entendre la conférence, il y aura la table ronde ensuite. Et au moment d'un apéritif qui se tiendra dehors, vous pourrez aussi consulter certains des livres qu'il a écrits et éventuellement vous en procurer si vous souhaitez les lire. Donc avant de passer la parole à Stephen, je vais juste présenter Bertrand Kiefer, que beaucoup d'entre vous doivent sûrement connaître, qui va animer la table ronde. Donc Bertrand Kiefer a une triple formation de médecin, de journaliste et de théologien. Et il est rédacteur en chef de Médecine et Hygiène depuis 1993 et a créé la revue médicale suisse en 2005. Donc il est membre de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de l'humain. Et comme Stephen, il a écrit de nombreux articles et de nombreux livres. Donc on se réjouit de ces deux événements. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment ça va? Formidable. Vous qui êtes ici avec nous dans la salle, vous qui nous regardez en direct derrière vos écrans, je pense que c'est une question importante. Et c'est presque devenu une formule de politesse. Comment ça va? Ça va, mais comment ça va vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Vos pensées, vos perceptions, vos émotions? Eh bien, ça, c'est le sujet, le défi, avec notre équipe, à mieux comprendre. Ce que je pense, c'est l'un des plus grands mystères pour la science. C'est, j'allais dire comprendre, mais c'est plus réduire notre ignorance quand on parle de notre propre esprit, la conscience. Et on a une série de machines, d'outils, vous voyez ici, des scanners. Là devant moi, une mesure de l'activité électrique, vous connaissez l'électroencéphalogramme. On l'appelle aussi un interface cerveau-ordinateur. Donc ça, c'est notre défi avec les équipes en Belgique et maintenant aussi au Canada. Et cela, bien évidemment, avec d'ailleurs la collaboration des centres excellents en Suisse et dans le contexte du Human Brain Project qui met ensemble tous ces labos et ces recherches qui vont de l'animal à l'animal humain. Mais ici, je vais vous parler en effet de notre cerveau humain
Et notre domaine d'expertise, et il y a en effet des patients qui viennent de partout en Europe, au CHU de Liège, où j'ai créé le Centre du cerveau pour essayer d'aider les cliniciens. Et donc toute cette connaissance sur la conscience, les pensées, perceptions, émotions, le défi c'est de la traduire vers la clinique. Donc ça c'est mon environnement de travail. D'ailleurs sur la photo vous voyez un Suisse, c'est Dr Leandro Sanz, qui est l'un de ces nombreux étudiants maintenant, postdoc, médecin. Et le défi, c'est comme vous le voyez là, c'est de participer à ce qu'on appelle la neurologie de la conscience. On a donc la situation aiguë, le patient qui a un trauma crânien, une hémorragie, qui va survivre à un arrêt cardiaque, et ces machines, donc ici, un exemple, vont nous permettre de décoder et de réduire l'incertitude diagnostique, est-ce qu'il est conscient ou pas, dans quelle mesure est-ce qu'il va récupérer, et de développer des nouveaux outils thérapeutiques. Et donc ça c'est très important, je pense qu'on a eu une sorte de nihilisme thérapeutique. Très longtemps, en rééducation, on avait peur de donner du faux espoir. Et du coup, on a peut-être créé une sorte de faux désespoir. Et pour ces personnes qui, après un coma, une blessure grave au cerveau, prennent plus de temps, il y a des chances de récupération. Cette neuroplasticité, elle existe pour certains, et donc on travaille avec des centres extraordinaires, comme par exemple le Trainum à Anvers, qui va utiliser, comme vous voyez, des robots. Il n'y a aucun endroit où il y a une concentration comme ça de ces hautes technologies, et puis avec des thérapeutes évidemment, et les dernières connaissances, par exemple avec le Coma Science Group que j'ai créé, qui est dirigé maintenant par Olivia Gossery et Aurore Thibault, on va collaborer, et je crois beaucoup dans ces interactions entre le monde académique et industriel. Ce que vous voyez d'ailleurs là, c'est ce qu'on appelle la neuromodulation. Donc on peut stimuler cette neuroplasticité avec des électrodes. Donc ce soir, vous l'avez compris, on va parler, oui, de la méditation, mais aussi de la conscience, et finalement de votre cerveau. Vous êtes tous venus avec votre brillant cerveau, et je vais peut-être... je ne peux pas m'en empêcher, c'est mon organe favori. J'en ai d'autres que j'apprécie, mais sans lui, c'est quand même moins fun. Alors, ce que je tiens en main là, c'est mon propre cerveau imprimé en 3D. Ça fait un peu bizarre. On a donc ces IRM qui font des photos de notre corps, de notre cerveau, et on peut l'imprimer là. C'est le travail de nos ingénieurs. Donc ça, c'est une image que vous connaissez, la matière grise. C'est beaucoup de cellules. D'ailleurs, on va le faire un peu interactif. Testons Genève. Combien de cellules, de neurones, vous avez dans votre matière grise? Formidable. Exact. Là, pour le dernier livre, j'ai regardé à nouveau. Le dernier chiffre, c'est 16 milliards. C'est des extrapolations dans vraiment la partie ici corticale. Alors, on peut dire que c'est beaucoup. 16 milliards. Je suis belge, c'est moins que le déficit national belge, donc j'espère que c'est pas tant que ça. Et la vraie force, en fait, du cerveau, c'est pas juste le nombre de cellules. Qu'est-ce qui fait que vos neurones sont différents de toutes les autres cellules dans votre corps? Si vous regardez vos muscles, vos reins, votre foie, j'espère que vos neurones sont différents que votre foie. Qu'est-ce qui est différent? Si on les regarde sous un microscope, qu'est-ce qui rend ces neurones uniques? Capacité à se connecter à d'autres. Eh mais vous êtes un public incroyable. Vous n'avez pas besoin de ces synapses, cette capacité à connecter. En effet, un neurone va parler, communiquer, interagir avec des milliers d'autres, des dizaines de milliers. Et là, ça commence à être assez complexe et dynamique. Des milliers de milliards de connexions. Et alors que cette image-là, on la connaît, l'autre impression 3D, et ça c'est un peu plus fragile, je pense qu'on a moins l'habitude de voir. Ça c'est la matière grise, ça c'est la matière blanche. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une impression 3D de ma matière blanche, et c'est ces milliers de milliards de connexions, c'est les grandes autoroutes. Et c'est ça qui permet
à vos cellules de faire le travail. Et le cerveau, on a une vision beaucoup plus dynamique maintenant. Cette neuroplasticité, eh bien, c'est ces milliers de milliards de synapses, de connexions qui vont changer. Et donc, comprendre ce processus dans un contexte pathologique, évidemment, l'impact est clair, il y a des conséquences éthiques, il y a un impact sur la qualité de vie de ces patients qui ont une atteinte cérébrale. Et c'est important parce que en Suisse, d'ailleurs en Europe, il y a un Suisse, un Européen sur 3 qui va tôt ou tard être confronté à une atteinte, un dysfonctionnement, maladie du cerveau. Donc il faut augmenter nos connaissances et donc on a ces athlètes-là qui vont vraiment montrer le pouvoir de l'esprit, stimuler cette neuroplasticité. Et il y a les autres athlètes qu'on étudie. On travaille avec le comité olympique, avec la FIFA, pour mieux comprendre aussi, et les athlètes le savent, la différence entre une médaille et une défaite, c'est pas juste l'entraînement physique, ça se passe là-haut. Et j'ai eu la chance de rencontrer le Français Guillaume Néry, que vous connaissez peut-être, le champion du monde, qui est le seul être humain à survécu à une plongée sans aide quelconque à 139 mètres. Il a écrit des livres extraordinaires, des TEDx, vous pouvez le retrouver sur Google. Et quand je l'entendais parler de ses exploits, où il va clairement repousser les frontières, avec ses apnées jusqu'à 8 minutes, parce que c'est ça qu'il a fait. Quand je l'ai invité dans mon labo à Liège, on l'a mis avec ses capteurs. Là, il y en a 256 et il était sans respirer pendant 8 minutes. Et ce qu'on a vu, que ce soit avec l'EEG à haute densité, avec l'IRM fonctionnel, c'est qu'il est dans un état d'attention, de focus extraordinaire. Et donc, pour nous, c'est une opportunité formidable, comme d'ailleurs ces artistes, ces musiciens. Ici, c'est Alain Altinoglu, c'est le directeur musical de La Monnaie à Bruxelles, l'opéra. Et là aussi, j'ai pu l'inviter avec d'autres pour voir l'effet de la musique. On a d'ailleurs publié comment, on le sait, c'est puissant, ça nous touche. On va d'ailleurs, chez des personnes après un coma, montrer comment ça augmente l'activité cérébrale et la créativité. Donc c'est important de travailler ensemble avec ces artistes. Et Alain, il nous a raconté que son artiste favori, là, c'est Beethoven. Il y avait une pièce qu'il adorait et on voit comment son cerveau va s'allumer, si je peux m'exprimer comme ça. C'est ce que vous voyez ici à gauche. Donc on a les lignes qui montrent justement cette interaction entre les différentes parties de la matière grise et c'est comme des feux d'artifice. Donc il y a une augmentation de la connectivité fonctionnelle, comme on le mesure avec l'EEG quand il écoute sa musique préférée. Mais ce qui nous a encore frappé beaucoup plus, c'est que quand on met Alain dans le silence et il s'imagine cette même pièce de Beethoven, vous voyez qu'il y a encore plus. Et ça illustre cette capacité incroyable de notre esprit, de notre cerveau à s'imaginer. Et donc mieux comprendre ces phénomènes, je pense, est intéressant. Ces études sur des cerveaux et des esprits hors du commun, comme les astronautes. Vous savez, à nouveau, le Français Thomas Pesquet, qui est juste de retour de sa 2e mission dans la station internationale. Il y en a 7 là qui tournent en Zero Gravity. Et on va les étudier. On a depuis plus qu'une décennie une collaboration avec le European Space Agency, l'agence européenne spatiale, et aussi avec nos amis russes, qui évidemment pour le moment est arrêté. Padalka, c'est le champion, celui qui est resté 800, je parle belge, 78 jours là-haut. Et puis le Canadien, David Saint-Jacques, qui fait de la méditation là-haut. Donc c'est une illustration comment, à 400 km, c'est important justement de travailler dans des conditions extrêmes. Stress, une exigence de contrôle de soi et de ce qu'on appelle la flexibilité cognitive.
La flexibilité cognitive, ça veut dire s'adapter à une réalité qui change. Parce que là-haut, il ne faut pas croire, c'est pas toujours exactement comme on l'a planifié. Il y a des choses qui se présentent, il faut répondre. Et je pense que c'est vrai pour chacun de nous. Hein. Ce n'est pas toujours comme on l'a planifié. Parfois, il y a des choses qui arrivent au boulot, dans notre vie professionnelle, des maladies. Et donc, on apprend beaucoup par ces études et ces publications. Et puis, je suis extrêmement fier parce que, vous l'avez peut-être ou pas entendu dans les médias, l'ESA a annoncé leur sélection de ceux qui vont aller marcher sur la Lune. Alors moi, je suis super excité. Finalement, il va y avoir un Européen sur la Lune. On a quand même, il va falloir attendre 60 ans, c'est un peu... Et il y a, j'allais dire mon étudiant, mais il a fait sa thèse de doctorat avec moi. J'étais son co-directeur, Raphaël Liégeois. Il porte bien son nom, parce que c'est un Liégeois. Donc on est très fiers. On va avoir le premier Liégeois, le premier Wallon dans l'espace. C'est un ingénieur brillant. Et des 25 000 candidats, il a été sélectionné vraiment les 4 qui ont un ticket. Et je suis extrêmement excité et j'espère bientôt pouvoir étudier son cerveau aussi. Et tout cela, ça nous permet d'accompagner, on a beaucoup investi avec mes amis que vous voyez là du HEC de Liège et en collaboration aussi avec le Canada pour essayer de comprendre les entrepreneurs. On a eu le Covid, il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui ont fait fortune. Comment expliquer, comment comprendre ce qui fait l'esprit d'un entrepreneur, et quelque part on est tous des entrepreneurs, hein, on doit prendre beaucoup en charge. Et, là vous voyez une série de PDG, pour ceux, parce qu'ici en Suisse vous n'avez pas du bon chocolat, je sais, il y a Chocolat Galère, hein, meilleur chocolat vient de Belgique, et le PDG Salvatore, on va couper mon micro, je crains, Salvatore, qui est une personne extraordinaire, parce que vous savez, on a eu les inondations à Liège, et donc son usine a été vraiment beaucoup touchée. Et lui et plein d'autres, vous connaissez peut-être Icewatch, les montres, parce que vous n'avez pas beaucoup de montres ici en Suisse non plus. C'est Jean-Pierre Lutken. Comment se faire des amis en 2 minutes. Et il y en a des centaines. Et d'ailleurs, je vous invite à participer. Vous voyez le site web. Et il y en a une série qui sont venus, on les a mis dans nos machines. Vous savez, c'est ce qu'on fait. Hein. Mon objet préféré, on va le mesurer par tous les moyens. Et à nouveau, c'est cette flexibilité cognitive qui semble être clé. Et il y a une structure qui est l'insula. Alors l'insula, c'est une île là, en profondeur, ici, qui semble être une structure clé qui va vraiment être structurellement différent, et aussi les connexions. Et donc, on utilise cela pour mieux accompagner les jeunes. Je ne crois pas qu'on est né entrepreneur, mais qu'on peut accompagner et qu'on peut traduire à nouveau ces connaissances. Et donc, on va de plus en plus orienter aussi nos recherches vers le neuro-entrepreneuriat. Alors, à Liège, il y a une grande madame, vous voyez là, qui est professeure Marie-Lise Fémonville, qui a introduit comme anesthésiste l'hypnose. Alors, vous avez peut-être des a priori sur cette technique un peu de la foire, où on vous met dans un état. En fait, c'est une autre illustration du pouvoir de l'esprit. On a beaucoup publié comment ça peut aider et comment il y a des opérations, des chirurgies qui peuvent être faites sous ce qu'on appelle hypnosédation. La reine Fabiola, nous on est encore un royaume, a été opérée, sa thyroïde a été enlevée, elle était, c'est dans le domaine public, sur la table d'opération, consciente, en train de penser à ses voyages. Et donc on a des milliers, des dizaines de milliers maintenant, de patients, dont moi-même, qui ont eu des interventions, et on était dans un état d'absorption, de dissociation. Nos études ont d'ailleurs montré aussi les corrélats neuronaux de cette hypnose médicale, et on travaille là aussi avec des firmes. Il y a une firme belge, Onconfort, qui avait utilisé la réalité virtuelle pour à nouveau induire cet état et l'offrir au plus grand monde. On travaille même avec, et vous l'avez déjà mentionné, la transe, et Corinne Sombrin, vous connaissez la Parisienne qui a écrit un super livre, Mon initiation chez les chamans, une Parisienne en Mongolie. Et je vous conseille d'ailleurs, le film a été repris, le livre
a été sorti maintenant en film avec le titre « Un monde plus grand », présenté à Cannes, avec l'actrice Cécile de France. On l'adore parce qu'elle est belge. Et c'était très particulier parce que donc Corinne, elle est venue chez nous, vous la voyez là avec les électrodes, on a démontré que c'est un état particulier, d'état de conscience modifié, on l'a publié, et donc je joue mon propre rôle dans le film avec Cécile de France, j'étais aussi un peu en transe. Après, et je pense qu'il ne faut vraiment pas d'arrogance scientifique, je vous ai dit, quand on parle de la conscience, c'est l'un des grands mystères. C'est comme l'origine de la vie, l'origine de la matière. À un moment, on est juste émerveillé. Et pour moi aussi, personnellement, c'est une trajectoire. Moi, je suis un scientifique. Il faut mesurer, il faut objectiver. Et en même temps, il y a juste le vécu. Et donc, ça peut être un défi. Un défi aussi à ne pas être, comme je disais, arrogant, à s'intéresser à tous ces phénomènes, à ne pas s'auto-censurer. Et l'étude de la conscience, je pense qu'on l'a considérée presque comme un tabou, et ça, c'est pas bon. Je ne pense pas qu'il y a des thèmes à éviter. Il y a une méthodologie scientifique à suivre, et cela concerne aussi les expériences de mort imminente. Donc, vous tous ici, dans ce très beau auditoire, vous qui nous regardez à la maison, ou peu importe derrière votre écran, si vous avez eu une expérience comme ça, vous voyez les personnes qui ont, classique, c'est un arrêt cardiaque, ils sont dans le coma, on pense qu'ils sont complètement inconscients, et puis après ils nous racontent comment ils se sentaient bien, ils ont vu cette lumière, ils se sont vus de l'extérieur, les décorporations, et donc on a besoin, parce qu'il y a plein de livres, plein de films Hollywood, mais très peu de recherches, donc on a beaucoup de projets là-dessus, et donc partager ces témoignages. Moi j'en ai jamais eu, j'ai essayé, on peut en parler, mais donc je vous invite à partager, à nous aider pour étudier aussi ce phénomène-là. Mais donc ce soir, on va parler de la méditation et d'une autre rencontre extraordinaire avec un autre Français, en fait, qui est Mathieu Ricard. Vous connaissez Mathieu Ricard, hein? En fait, c'est un collègue scientifique, hein, il a défendu sa thèse à l'Institut Pasteur, à Paris, et puis il a fait carrière dans les Himalayas. Il est maintenant le traducteur du Dalai Lama. Je l'ai rencontré à Paris en 2013, il donnait un TEDx, vous connaissez ces TEDx sur la méditation. Moi, je parlais sur le cerveau, la conscience, et il m'a invité à une retraite. C'était la première de Mind and Life Institute Europe. Pour moi, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait. Maintenant, je me trouvais un peu comme un grand amateur aux Jeux Olympiques, là, parce qu'il y avait pas mal de moines là, et puis ça fait bang. Et on est là, en tailleur, et puis on pense, et on pense encore plus. Mais pour moi, c'était clair qu'il y avait quelque chose là que j'avais jamais rien appris dessus, et que ça pouvait me servir comme personne, comme scientifique et comme clinicien. Et je l'ai invité, et je peux vous dire, Mathieu, c'est devenu un ami. Je regarde mon fils Hugo qui est là, parce qu'il est venu loger chez nous. Et il y a une anecdote qui est dans le livre, je vais pas te mettre mal à l'aise si je la raconte, mais c'est une belle personne qui a écrit beaucoup de livres. L'histoire, c'est que Hugo, 21 ans, un des 5 enfants, c'est pour ça que je médite aussi. Et Hugo, c'est notre phare en morale, en éthique, là. C'est, je pense, important d'écouter la jeunesse. Et il est depuis très longtemps végétarien. Je peux raconter l'histoire. Alors, mon épouse, on trouvait quand même cuisiner 2 fois, parce que moi je suis fils de paysan, on nous a un bon steak. Et donc, c'était quand même compliqué, et j'ai fait quelque chose de très méchant. J'ai dit à Hugo, écoute Hugo, il faut manger de la viande, parce que tu es jeune, tu as besoin de tes protéines. Et si tu arrêtes de manger de la viande, tu n'aurais jamais des poils sur ton zizi. Du coup, il a mangé de la viande. Et puis, il y a Mathieu qui arrive chez nous,
hein, parce qu'il loge, il est chez nous, on le met dans toutes ses machines comme super cobaye. Et puis, il est aussi évidemment un grand défenseur de bien-être animal, et puis il discute. Et puis, il y a Hugo qui raconte mon histoire, mon explication pseudo-scientifique, et il y a Mathieu qui dit « mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit ton papa ». Donc depuis, on est un peu plus, je vais dire, flexitarien à la maison. Donc merci Hugo. On revient à notre ami Mathieu, qui avec beaucoup d'autres nous ont permis de voir, tiens, la méditation, ça fait quoi? Et là, travailler avec ces athlètes de l'esprit, c'est extraordinaire. Il a 60 000 heures, ou on ne sait même plus exactement, de méditation sur le compteur. Et son cerveau, eh bien, il est différent. Et pour moi, c'était extraordinaire parce que j'étais très, très sceptique. Quand j'ai défendu ma thèse en 2000, vous voyez ici des années, allez, je vais dire, non, 70, 70, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Les 70, hein. Jusque maintenant, le nombre d'articles scientifiques sur la méditation et la pleine conscience. Et donc, quand en 2000, il y a un journaliste après ma défense de thèse qui demande, professeur Lorès, la pleine conscience, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, scientifique, il va regarder les publications. Vous voyez là en gris, je n'étais pas convaincu. Et puis, depuis lors, ça a changé. Il y a une explosion juste l'année passée, 1800 articles, on ne peut plus dire « j'y crois pas », non. Il y a des études qui montrent l'effet. Et la forme de méditation le plus étudiée pour le moment, vous voyez là, c'est la pleine conscience, et en particulier Mindfulness-Based Stress Reduction. Donc ça, c'est Wiseman. Je vous le conseille, tapez ça dans Google, Mindfulness-Based Stress Reduction. Et je sais que vous êtes en bonne main et les effets ont été démontrés. Et pour moi, c'était de plus en plus clair, et c'est ce que je résume aussi dans le livre, qu'il y avait là une valeur ajoutée et que mon rôle comme soignant ou comme neurologue, moi j'ai des consultations, les personnes qui ont des maux de tête, des douleurs chroniques, des insomnies, mais aussi des angoisses, des dépressions, des burn-out. Et puis je prescris des pilules, c'est ce que j'ai appris, ou des interventions. Et le patient, il est déçu si je ne le fais pas. On veut un quick fix comme ça. Et il n'y a pas un happy pill là pour... Comme vous pouvez lire Against the Unbearable Lightness of Being. Moi, je travaille maintenant en Amérique du Nord, qu'on a eu le Prozac. Là-bas, ils prenaient tous le Prozac. On va être super heureux. C'est pas possible. La vie, c'est pas comme ça. Parfois, il faut gérer les imprévus. Et ce n'est pas uniquement avec une approche pharmacologique. Et donc, le grand besoin de se poser cette question, je vous ai, au début de la conférence, invité à réfléchir comment ça va. C'est pas si évident que ça. Comment ça va? Comment je me sens? Comment vous vous sentez? Comment on peut travailler ensemble? Et je pense que c'est extrêmement négligé dans notre système éducatif à l'école. On a des profs d'éducation physique, ici en Suisse, ça fait partie du cursus, mais pour notre bien-être mental, il n'y a rien qui fait vraiment partie, alors qu'on sait qu'il y a l'intelligence émotionnelle, que nos jeunes, avec le Covid, c'était très clair, ce n'est pas juste les virologues qui ont le lockdown, ça nous a impacté. Et cet aspect-là, reconnecter avec nos besoins émotionnels, je trouve que c'est clairement négligé et c'est impossible de continuer comme cela. Alors Mathieu, pour revenir à nos moutons, à nos cerveaux, le voilà, on a mesuré sa matière grise et puis on peut faire des comparaisons avec d'autres personnes de son âge et il y a d'un point de vue neurologique 10-15 ans en moins. Okay, donc sa matière grise, elle est bien préservée. En particulier dans les structures, c'est une illustration du livre que vous voyez là, la méditation, c'est de la gymnastique mentale, c'est entraîner votre attention. Et donc, c'est normal pour nous que ce que vous voyez là en vert, c'est le cortex singulaire antérieur. Et il est juste plus grand. Cette neuroplasticité, c'est le changement de la matière grise. Beaucoup d'études l'ont démontré. Ensuite, la mémoire et le rôle de l'hippocampe que vous voyez en rouge. Une structure qui va juste être structurellement impactée, plus grand. Je vais parler de la flexibilité cognitive, comment on peut gérer une réalité qui change, et l'insula, vous la voyez là en bleu, elle va aussi être plus grand chez ces personnes qui font de la méditation. Et puis, ce n'est pas juste un moyen d'entraîner votre attention, de gérer le stress différemment, de traiter vos insomnies ou stimuler la créativité, c'est aussi une invitation à réfléchir à des valeurs. Je pense que c'est très très important.
Là, on en a discuté en Suisse et votre activité et le secteur bancaire et qu'est-ce qu'on fait. Il y a la guerre en Ukraine, on fait de l'argent, il y a une réalité économique, mais on veut aussi aller se coucher et dire j'ai fait quelque chose de bien. Et c'est une invitation à réfléchir à ces valeurs-là, prendre soin de soi, de la planète, développer l'empathie, la compassion. Et cette structure-là que vous voyez, orbitofrontale gauche, et ses connexions avec un noyau qui est l'amygdale, et on voit là aussi des changements. Et donc la méditation vous permet de devenir la meilleure version de vous-même, et on voit des changements dans cette matière blanche, qui ici, vous reconnaissez le visage de Mathieu, on a comme un arbre, ses branches, avec l'IRM de diffusion, on peut voir ces connexions, ces autoroutes. Par exemple, les connexions entre l'hémisphère gauche et droit, ça passe là, en rouge, c'est les fibres qui vont de gauche à droite et ils sont juste plus nombreux chez des personnes qui méditent. Mais alors, il ne faut pas devenir un moine bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas moine, loin de là, je ne suis pas un maître zen. Les études montrent, après 8 semaines, déjà, si vous, moi, on commence avec ces pratiques-là, on va aussi pouvoir visualiser son effet. Au niveau structurel, mais au niveau aussi fonctionnel. Avec l'équipe à l'Université de Liège, on a beaucoup participé grâce à ces études des modifications pathologiques, le coma, mais aussi pharmacologiques. On donne des anesthésiants, mais aussi des psychédéliques, on peut en parler, et puis l'hypnose, la méditation. Il y a 2 réseaux de la conscience. Il y en a un qui est très actif chez vous maintenant. Cette petite voix qui vous parle là. Alors je ne sais pas ce qu'elle vous dit, mais c'est clair qu'il y a plein de trucs là, des pensées qui sautent d'un à l'autre. Et c'est ça, le cerveau, il ne peut pas s'en empêcher, il pense. Ça fait 25 ans qu'on l'étudie. Il y a uniquement en mort cérébrale que ça s'arrête complètement. Même, on a étudié le sommeil, le rêve, l'anesthésie, le coma, ces états modifiés après. Ce réseau-là que vous voyez, jaune-orange, c'est le réseau de la conscience du monde intérieur, ce qui vous permet d'imaginer, aussi d'anticiper. Là, vous êtes peut-être en train de penser, qu'est-ce que je dois encore faire demain, là, le courriel, là, ou vous êtes dans le passé, ça me fait penser à ta. Ça, c'est ce réseau-là. Et c'est très bien qu'on l'a, mais parfois c'est trop. Alors, je ne sais pas, vous-même, un chercheur, ça pense, je regarde Hugo parce que souvent il me dit, papa, t'es dans la lune, là, et c'est vrai. On est ensemble à table et je suis en pensée. Alors les études montrent que 60% du temps, on est ailleurs. On n'est pas ici au moment présent. Et donc la méditation, c'est une invitation pour justement devenir plus conscient de cela, de cette activité mentale et de faire ces exercices d'attention. Et si vous le faites, ça a un effet, on l'a démontré aussi avec une autre machine, on a parlé d'IRM, l'IRMF, ça c'est le PET scan. Parce que votre cerveau, il consomme beaucoup d'énergie. On peut injecter, c'est ce qu'on fait là chez Mathieu, du glucose radioactif et ça donne l'image que vous voyez là. C'est ces milliards de cellules qui consomment du sucre. C'est des couleurs artificielles. Et on voit, je regarde un peu l'âge moyen ici dans la salle, après 40 ans, ça n'augmente plus. C'est un euphémisme, là ça diminue. Et alors on se tracasse parce qu'on vieillit, c'est le processus de vieillissement et ce n'est pas le botox ou les crèmes anti-rides qui vont vous sauver. Donc je vous invite à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur et les études ont montré que la méditation a un impact sur cette activité métabolique et l'effet de l'âge et même des études multicentriques. Liège y participe, il y a une grosse étude coordonnée par Caen. Et Antoine Lutz, qui est un grand pionnier à Lyon, démontre avec le PET scan qui objective, comme on l'a vu, qu'il y a vraiment un effet visible sur l'activité cérébrale. Alors je peux parler longtemps, mais finalement, la méditation, c'est méditer. Et donc je propose, si vous êtes d'accord, de le faire ensemble. Alors moi, je ne suis pas un maître zen, je vais laisser la parole aux experts. Donc là, vous connaissez déjà Hugo, qui est le plus grand. Ça, c'est Louis, qui est le plus petit, qui ici, en plein Covid, il avait 2 ans, nous invite à juste respirer. Si Louis peut le faire, on peut tous le faire. Alors, vous vous souvenez, le Covid, le lockdown, Louis. Mon épouse, ah là, il ne s'arrête plus,
Donc on a eu ce défi, 5 enfants, on avait là, mon épouse qui travaille, psychologue, c'est pas zen tout le temps, je peux vous le dire. Ceci est un exercice en fait très simple, mais aussi puissant. Et donc si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de votre activité cérébrale. Parce que maintenant, on peut visualiser cette activité, ces pensées qui sautent de l'un, coq à l'âne, c'est ce qu'on appelle le monkey mind, ce petit singe. Et quand je donne des conférences avec Mathieu, c'est d'ailleurs un enregistrement à Bruxelles, on est devant 3000 personnes, et je colle là, je ne peux pas mettre les 250 électrodes, ça c'est une collaboration avec une entreprise à Israël, il colle 3 électrodes, et sur mon smartphone, je vois l'activité qui est une décomposition. C'est un mathématicien qui a développé ça. C'est un peu, on écoute l'orchestre, et il y a maintenant des outils mathématiques qui vont extraire. Ça, c'est le violon, ça, c'est un autre outil. Okay? Et on peut faire la même chose avec ce signal complexe qui est l'activité électrique. Et on a chaque ligne est une composante, donc vous voyez, si je veux faire simple, vous voyez un peu les pensées. Ça saute du rouge au jaune, au bleu, et ça c'est le petit singe, et puis il va faire avec la salle la méditation, et c'est ça que je vous invite maintenant à faire ensemble. On est d'accord? Et vous aussi, derrière vos écrans, je vais, et toi aussi Hugo, m'asseoir. Vous êtes déjà assis. Donc je vous invite à, dans ce beau auditoire, et vous derrière vos écrans, prendre tout simplement une position droite et confortable. Vous pouvez mettre les 2 pieds ancrés bien au sol, vous pouvez poser les mains au niveau du cuisse. Je vous invite à fermer les yeux et on va faire ensemble une seule chose, c'est respirer. On va le faire, quelques respirations, on garde l'attention sur l'encre de la respiration. S'il y a des pensées, on les constate, il y a une distraction et on ramène tout simplement vers la respiration. Si ça reproduit, on constate. C'est ça l'exercice attentionnel. Respiration, la méditation de respiration, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Expire, on inspire et on relâche. Expirez un peu plus longtemps. On va encore faire. Relâchez. Ouvrir les yeux, reconnecter avec le ici et maintenant. C'est un exercice simple et pourtant puissant. Et je vous invite, et les sceptiques dans la salle, de le vérifier.
Vous avez les smartwatches là, qui mesurent votre fréquence cardiaque. Et les voir, il y a un effet. Le cœur bat plus lentement. Votre tension artérielle va diminuer. Les hormones de stress, cortisol, noradrénaline. Ici, en fait, vous avez un moyen d'impacter ce qu'on appelle l'activité du système autonome. Il y a deux systèmes là. Un, je suis dans mon bureau et il y a un animal sauvage et je dois me battre ou courir. Vous connaissez ce système, il me prépare au combat. C'est assez rare qu'il y a à Genève des animaux sauvages dans nos bureaux, c'est un collègue, c'est un coup de fil, mais la réaction c'est la même. Bang! Ça c'est le système orthosympathique, okay? Qui est important, mais qui va aussi s'activer quand on est bloqué dans les emboutes, quand on est en train de faire nos courses et puis on a choisi la mauvaise file et ça n'avance pas et puis on s'énerve. Et puis il y a l'autre système qui est le parasympathique. Et en fait, chaque fois que vous expirez, vous stimulez ce système-là et votre cœur va battre un peu plus lentement. Et donc ceci, eh bien, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, justement, quand vous êtes devant la mauvaise file, c'est l'opportunité. Quand vous êtes bloqué dans les emboutes, les ascenseurs, c'est formidable. L'ascenseur qui ne vient pas, on pousse 10 fois sur le bouton. Mais c'est des moments où je vous invite de faire votre exercice préféré. Donc vous orientez votre attention à une chose. Ça peut être la respiration, mais ça peut aussi être un mantra. Méditation transcendantale est un exemple, mais aussi la prière. Depuis le livre, j'ai beaucoup de lecteurs chrétiens qui me disent « Tu nous parles de ces bouddhistes, mais dans notre tradition aussi, on a cela, hein, c'est contemplatif. » Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau? Voilà, ça, ce n'est pas des conditions de labo. On voit la ligne noire, il invite la salle à faire cet exercice, et puis on voit qu'il y a un changement, il y a une stabilité. Mais la méditation, c'est comme le sport. Je peux aller courir, je vais avoir des jambes plus musclées. Je peux aller nager, je vais avoir les épaules. Et donc, ici, il fait la méditation de respiration. Là, il fait un autre exercice. D'ailleurs, son préféré, loving kindness, la compassion. Et on a une autre empreinte neuronale. Il y a cette stabilité, mais les couleurs qui sont artificielles sont différentes. Et donc, pour moi, c'est important de partager ça avec vous, que la méditation, il y a des exercices, c'est pour ça que dans le livre, je parle de plein de possibilités. On peut le faire en faisant une balade. Donc là, je vous invite la prochaine balade. Là, vous avez beaucoup de chance ici dans les parcs. Eh bien, à un moment, vous prêtez attention à ce qui rentre par vos sens. Les couleurs des feuilles. Et uniquement ça, pendant quelques instants. Là aussi, vous entraînez le système attentionnel, mais maintenant un autre réseau, celui de la conscience du monde extérieur, tout ce qui passe par vos sens. Là, peut-être, j'espère, vous m'écoutez, donc il y a une stimulation auditive, vous me voyez. Donc c'est une autre forme de conscience. Il y a ces deux réseaux, l'autre d'ailleurs, il est extérieur, comme vous voyez sur les images. Et puis, le dernier, c'est les émotions. Et l'exercice qu'on vient de faire, eh bien, on peut aussi appliquer à ce ressenti-là. Là, on a créé un peu de distance avec les pensées. Je ne suis pas ma pensée. Je peux la constater et puis je ramène. Alors je ne dis pas, parce qu'il y a Hugo, que je réussis toujours, demandez-lui. Mais quand je rentre du boulot, que le monde académique, ce n'est pas des bisounours, là, ce n'est pas toujours bienveillant. Il y a le recteur qui a dit ça, le doyen. Puis moi, je suis dans la voiture, on est à table, et le doyen, il est toujours là. Et puis je suis dans le lit avec mon épouse, il est toujours là. Alors je l'aime bien, mais il y a des moments où je dois pouvoir changer. Et puis ça tourne, et puis ça peut me rendre fâché ou anxieux. Et donc si j'arrive à constater ça, et le plus difficile, c'est ce début, c'est de se dire maintenant je ressens une anxiété, alors je le suis déjà moins. Et donc ça, c'est un autre exemple. Mon épouse, elle est psychologue, elle donne des cours de pleine conscience pour les enfants. Et donc elle utilise ces icônes. Il y a le soleil, mais parfois il pleut, parfois il y a des orages. Et c'est comme ça. Hein. Il y a des choses qu'on peut changer, pas des choses qu'il faut gérer. Et à nouveau, je pense qu'il faut nous donner les outils pour gérer ces défis. Et malheureusement, on ne l'a pas appris. Et il ne faut pas être en tailleur. Ça fait des beaux des couvertures et ça représente un peu ce que c'est la méditation. Mais ce n'est pas ça. Vous le faites dans le train, le métro, personne ne le voit. On peut le faire et c'est... Le message du livre, c'est la méditation informelle.
Ok? C'est pas une compétition. On fait ce qu'on peut. Très souvent, on est trop sévère avec soi-même, avec l'autre. On veut voir, et c'est justement... Le dernier livre, il va sortir chez Odile Jacob en février, c'est sur le sommeil. Parce qu'à nouveau, j'ai constaté que si je pose la question à mes patients, est-ce que vous dormez bien? Ben, la grande majorité a des soucis. Et là aussi, ça peut être un cercle vicieux. Il n'y a pas que la méditation, c'est la qualité de votre environnement de travail, de vos relations, ce que vous mangez, l'activité physique. Donc tout cela joue un rôle et donc de plus en plus, on oriente les recherches là-dessus. Et il y a cette méditation informelle qui devrait faire partie de la vie, les défis du reste de la journée. C'est assez facile de le faire sur votre coussin là, pendant 20 minutes ou pendant une retraite, mais comment on fait le reste de la journée? Pour moi, clinicien, c'est important de partager que l'effet de la méditation peut être aussi grand que l'effet de la médication. Des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antidouleurs. Donc là, il y a des études cliniques contrôlées. Vous voyez les références, ils sont dans le livre. Je pense qu'on le sait, ce n'est pas une question de croyance. Il y a même un effet, je vous ai parlé du cerveau, mais aussi au niveau des chromosomes. Une illustration du livre, vous connaissez les chromosomes, il y a ces petits bouts noirs là, c'est les télomères. Alors, quand on vieillit, ils deviennent plus minces. Le processus va s'accentuer quand on est en stress chronique et la méditation a été démontrée peut avoir un effet visible même au niveau de notre ADN. D'accord? Alors, on fait ce qu'on peut. Je pense que c'est utile de donner des outils aux enfants, mais pour chacun de nous, y compris pour les personnes d'un certain âge. Je vous ai parlé qu'on le propose pour ceux qui sont à risque de maladies neurologiques dégénératives, y compris la démence. Et j'ai eu, grâce à Mathieu, la chance de passer pas mal de temps avec le Dalai Lama, octogénaire, mais il est vraiment sharp. Mais, comme dit mon épouse, il n'a que ça à faire. Pas marié, pas d'enfant, pas laisser course au Colruyt. Donc, on s'adapte à notre réalité. Mais ce qu'on vient de faire, c'est cet entraînement. C'est une gymnastique mentale. Vous le voyez, ça vient du livre. Il y a le réseau là que je vous ai décrit, conscience de soi. Et il ne peut pas s'en empêcher, il va penser. On fait l'exercice, même le Dalai Lama, même Mathieu Ricard, il pense là, heureusement. Il y a ces distractions. Mais l'idée, c'est de les noter et puis de focaliser à nouveau, de maintenir cette attention et puis on est reparti. Alors on en a besoin parce que le livre il est sorti dans 12 langues, donc clairement c'est un grand défi. Et puis aussi je pense qu'au niveau, c'est pour ça que je donne maintenant des conférences pour des grandes sociétés qui s'intéressent au bien-être. Le burn-out c'est un vrai problème. Et donc, je pense que c'est une évolution très positive. Je donne la parole à une série de personnes qui sont, je pense, inspirants. Vous le connaissez peut-être pas, mais Wouter Torf, c'est un Belge qui a été, avec son entreprise, il vend des chaussures. Il a reçu le prix de la meilleure entreprise pour les employés en Europe. Et il fait de la méditation, il le propose à ses employés. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée. Il y a aussi une vision un peu cynique. Oui, mais c'est juste pour nous exploiter encore plus. Et voilà, faites de la méditation, comment vous êtes plus résilient et vous allez être... En fait, la réalité ne montre pas ça. Les études montrent qu'on devient plus assertif parce que vous apprenez à écouter à vos besoins émotionnels, vos limites et aussi à communiquer ce que vous acceptez plus. Et je pense que c'est vraiment win-win. En France, vous avez Petit Bambou, c'est une belle application. Et c'est vraiment un moyen d'avoir ces méditations guidées avec des vidéos. C'est formidable. J'ai des patients qui trouvent leur chemin avec ça et puis d'autres qui n'ont pas les technologies. Ça, c'est évidemment un parcours individuel. Donc voilà, la méditation, c'est comme le sport. Il y a différentes manières de le faire. On a fait je respire, mais aussi j'observe, je ressens. Et les différentes catégories d'exercices, finalement, c'est marrant, c'est les différents réseaux neuronaux qu'on étudie. C'est les pensées, les perceptions, les émotions. Et donc, le message de ce soir, c'est qu'on a la possibilité, je dirais même la responsabilité, de s'intéresser un peu plus à notre bien-être mental, aussi bien en préventif qu'en complémentaire lors de ces différentes maladies. Ah, il ne sait pas s'arrêter.
Et donc voilà, évidemment, je dois remercier ceux qui font le boulot, parce que moi, je viens ici raconter tout leur travail, l'équipe extraordinaire à Liège, au Canada. Si vous voulez plus d'infos, il y a les différents livres. Il y a Servographie aussi qui vient de sortir chez Hachette, mais je n'ai plus de copie avec moi. Et puis le défi de traduire ces recherches qui ne sont pas juste la science pour la science, mais qui vont impacter la qualité de vie de ces personnes qui souffrent, là, notre domaine d'expertise, le cerveau blessé, qui vont du coma jusqu'à la commotion cérébrale, les téléconsultes maintenant quand je suis au Canada, et l'importance de donner à ces patients et leurs familles d'autres outils, un rôle plus central, plus actif. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé une fondation qui est MindCare. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je pense que on va avoir le temps, avec notre ami Bertrand, de répondre ou essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven. On va rester debout ou bien on s'assied? On va se tutoyer. Ouais, on se tutoie. Comme tu veux. Oui, tutoyons-nous. Même s'il est belge, même s'il a dit du mal du chocolat suisse, voilà. Et des montres. Et des montres, oui, mais les montres, ça c'est plus égal pour moi. Enfin, on a vu maintenant qu'il y avait là un des rares grands athlètes de la méditation et de la conscience, c'est un athlète scientifique en plus. Non, mais vraiment, il y a peu de scientifiques qui s'intéressent autant au cerveau et aux gens qui utilisent leur cerveau de manière très particulière, hein, et aux problèmes en plus médicaux qui sont liés aux troubles de la conscience, enfin, etc. Moi, j'ai d'abord une question. Alors, peut-être en préambule, je vais vous passer après la parole. J'imagine que vous grouillez de questions et que c'est ce qui vous intéresse aussi, c'est de pouvoir interroger le spécialiste qu'on a ici. Mais tout d'abord, une question. Ça me frappe, lorsqu'on dit méditer, on a une conscience à soi, conscience de soi, hein, qui est quelque chose d'assez précis. Et quand on dit la pensée vagabonde, c'est parce qu'on a une conscience de soi qui regarde la pensée vagabonder. Mais alors cette pensée qui vagabonde, c'est pas la conscience. Qu'est-ce que c'est exactement ? La réponse courte et honnête, c'est on ne sait pas. On a vraiment du mal à définir ce que c'est la conscience. Et je pense que ça illustre juste notre ignorance. C'est comme à l'époque où on regardait le feu, on disait c'est magique, il y avait des dieux, il y avait plein d'explications. Et là, c'est vraiment pour moi le grand défi à travers ces différentes recherches, et il n'y a pas si longtemps, hein. Il y a eu Freud, il y a eu William James, et à l'époque, on s'intéressait à la phénoménologie, hein, la conscience de soi, la métaconscience, je suis conscient que je suis conscient. Avant, c'était le domaine de la religion, hein. Il y a eu des philosophes. Alors moi, je suis ni prêtre ni philosophe, moi je vais faire des mesures, mais on n'a pas de définition, on est tous d'accord finalement. Moi, fils de paysan, j'aime bien un pied à terre, la conscience, c'est ce qu'on perd quand on s'endort. Et finalement, c'est déjà compliqué là, on discute de cette conscience de soi, de la conscience de la conscience, cette méta-représentation. Comment je fais comme clinicien? Si je dis, on ne sait pas ce que c'est la conscience, comme neurologue, je suis censé quand même, je suis payé pour évaluer ces patients aux urgences, soins intensifs. Et alors, je vais te poser une question, tu seras mon guinea pig. Volontiers. Oui, je le suis généralement. On se pose la question pertinente, est-ce qu'il est conscient? Je me la pose aussi. Alors, comment répondre à cette question? Il y a pour nous, en neurologie, 2 dimensions pour cette complexité qu'on appelle la conscience. Le premier, c'est le niveau de la conscience. Ça, c'est relativement simple. Donc ça, c'est l'éveil. D'accord? C'est important. D'ailleurs, on voit quand on s'endort, j'espère que tu as une bonne nuit, mais tu étais inconscient, hein, de tout ce qui se passait autour de toi. Peut-être tu te souviens des rêves. Ça, c'est déjà une belle illustration, le rêve, que, vu de l'extérieur, tu as l'air de dormir, et pourtant, il y a là quelque chose qui se passe. Okay. Donc, le niveau de la conscience, c'est l'éveil. Au bord du lit, clinicien, je vais l'évaluer par regarder, apprécier l'ouverture des yeux. Je regarde dans la salle,
Tout le monde a encore les yeux ouverts, c'est bon signe, il n'y a personne qui... Ça aurait pu. Première, le niveau de la conscience qui, on dit, est nécessaire pour... Mais comme on va voir, ce n'est pas suffisant. Deuxième, et je pense le plus intéressant, tu fais référence, c'est le contenu de la conscience. Ce que les Anglais appellent awareness. Ouais. Mon philosophe préféré, c'est un Belge. C'est fou ce qu'ils sont auto-centrés, ces Belges. Hein. Non, mais là, il est vraiment pas. Jean-Claude Wagner. Ah oui. Oui, c'est vrai. Je suis aware. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez tout compris. C'est une exception qui vaut la peine, oui. Faut écouter les philosophes. Donc, ce contenu, ça c'est un défi pour moi. Comment je vais faire au bord du lit de ce patient? Donc, il est là. Alors, je vais lui poser une question. Bouge le bras gauche. Alors, je vais essayer de répondre, oui. Voilà. Ça a failli rater. Oui. Ça, pour moi, c'est la preuve que tu es conscient. Mais c'est le même test que mes collègues dans l'ancienne Égypte. J'ai juste une question. À ton avis, tout ça, c'est déterministe, c'est déterminé, ou bien d'où vient mon libre arbitre quand je fais ça? Juste une question. Parce que si on est simplement un système physico-chimique, tout est déterminé, parce que dans la biologie, la physique, tout est déterministe, peut-être sauf la mécanique quantique. Mais d'où vient ce fait que tout d'un coup tu me dis de lever le bras, je le lève? Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que la parole... Comment tu vois ça? Mais j'espère que tu es quand même un peu déterminé. Hein. Oui, mais est-ce qu'il y a un libre arbitre? Alors, c'est un débat. Et certains de mes collègues vont dire que c'est une illusion. The illusion of free will. Okay. Ça n'existe pas. Je pense qu'on ne peut pas dire cela parce qu'on est trop ignorant. Tant qu'on n'a pas compris la conscience, c'est difficile de dire des grandes déclarations sur la notion du libre arbitre. D'ailleurs, notre société, elle est organisée. Si je vais donner une baffe, là, je vais avoir des misères. Tu as une responsabilité. Voilà. Et je pense que c'est une bonne idée. Et on veut donner le bon exemple aux enfants. Donc, on va essayer de faire un effort. Donc, oui, je pense que quand j'ai demandé bouge le bras, tu l'as fait parce que tu as décidé de le faire. Mais comment ça s'est joué dans ma physico-chimie du cerveau? Eh bien, justement, j'en ai qu'une idée très partielle. Je sais qu'il y a des réseaux qui sont importants. On travaille avec des théories, mais ce n'est pas vraiment des théories explicatives, parce que personne ne peut expliquer comment un cerveau, là, matériel, va donner lieu à la subjectivité, à ce que tu penses en ce moment. Certains, on va parler des expériences de mort imminente, vont même dire, ce n'est pas dans le cerveau, tu es un matérialiste, réductionniste, tu n'as rien compris, ça se passe ailleurs. Et je pense, le vrai scientifique, il doute. Il ne peut pas être dogmatique et dire « Non, ça doit être là parce que j'ai décidé de... » Alors on sait évidemment, je suis neurologue, que c'est important. Si je vais changer la structure de ton cerveau, le fonctionnement, ça va impacter les pensées, les perceptions, les émotions. Il ne faut pas nier ça, c'est très très important. Mais en même temps, et on travaille aussi avec Giulio Tononi, c'est avec lui qu'on a fait The Knowledge of Conscience, c'est un psychiatre qui est maintenant italien mais qui est à Madison, qui parle de la théorie de l'information intégrée, integrated information, qu'il y a des mathématiques derrière pour dire, et ça a un sens, il faut que l'information soit intégrée, on peut faire des calculs, et c'est ça qui expliquerait, et que peut-être que c'est une propriété fondamentale de la nature, peut-être même universelle. Et donc là, on peut discuter, est-ce que c'est le panpsychisme, on a parlé de la déclaration de Cambridge, je pense qu'on a une vision très anthropocentrique. Bien sûr. Et qu'il n'y a aucune raison que d'un point de vue neurologique, biologique, médical, je serais le seul à avoir une conscience, comme disait Descartes, et les autres, c'est des automates, c'est des conditionnés, des instincts, mais il y a tout un débat. J'ai encore une question. Je fais comme ça parce que j'ai mal au bras, c'est pas que j'essaie de faire mon petit Colombo, mais lorsque les grands mystiques méditent, les grands mystiques d'ailleurs de plusieurs religions, quand ils arrivent à un certain niveau, ils décrivent des choses assez extraordinaires, une espèce de vécu commun, mais assez différent de la méditation pleine conscience, où ce qui est recherché, c'est plutôt une espèce d'absence d'un véritable vécu. Qu'est-ce que c'est ça? Et peut-être alors un peu en parallèle, tu parlais du rêve, et tu parlais de Freud, tu as cité Freud, il y a cet inconscient aussi. Au moment
on a tout d'un coup des choses inconscientes qui sortent. C'est quoi? Alors déjà, quand ce genre de choses sortent, on a toujours cette présence à soi, cette espèce de je, le moi, qui décide et qui est face à d'autres choses qui viennent du cerveau, donc il y a une espèce de dualisme là. Comment est-ce que tu vois tout ça? Déjà, la spiritualité, la mystique, enfin... Juste une petite question. Oui, allez, tu as 1 minute et demie pour répondre. Ouais. La réponse est 42. Alors, wow. Les mystiques. J'ai un énorme défi. On a étudié Matthieu, discuté avec le Dalai Lama, des discussions avec Sadhguru. Il y a tout un truc sur YouTube là où on essaye de communiquer. Il parle un autre langage. Je ne connais pas ces états-là. C'est pour ça que je pense que c'est important. J'ai essayé l'hypnose, la méditation. On parle de l'ego, le moi, qui est une sorte de construction, ce qui est une sorte d'illusion. Le moi maintenant ou le moi il y a 20 ans, il y a 50 ans, c'est différent. Donc c'est... Dans l'Antiquité, on ne connaissait pas le sujet, le moi, au fond. Il était certainement présent, mais il n'était pas nommé, il n'était pas identifié comme maintenant. Oui. C'est vraiment ce défi, c'est l'homme qui réfléchit à sa propre existence, où je pense qu'on peut quand même adresser ces questions avec ces neurotechnologies, ces machines qui sont incroyables. Et on dépend de ces développements-là, ce qui a fait que Galilée... Il a pu aussi la secouer, le dogme religieux, et il dit non, on n'est pas au centre là. Il avait de bons télescopes, il a fait des mesures. Nous, nos télescopes, c'est ces machines. On zoome sur notre univers intérieur, mais on reste aussi limité. J'ai dit, c'est des milliers de milliards de connexions. J'ai pas de machine qui mesure ça en temps réel. Donc, les IRMF, ça donne, moi je pense, des images sexy. Mais je sais aussi que c'est pas ça la conscience. Il faut. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Chez l'animal, on peut faire des mesures invasives, mais après, il faut aussi avoir, et c'est très important, accès à cette phénoménologie subjective. Donc, je dois demander à Mathieu Ricard, mais tiens, raconte-moi. Et alors, on peut, et c'est ça le challenge, corréler. Mais finalement, ce ne sont que des corrélations. Et il reste the hard problem. Est-ce qu'on a vraiment expliqué? Pour le moment, même si on a fait des avancées, il faut encore un miracle là pour vraiment l'expliquer. Les scientifiques n'aiment pas le miracle et pourtant on n'y est pas encore. Et donc oui, il reste cette discussion, le dualisme, le monisme, le fonctionnalisme. Pour moi, c'est tous juste des illustrations qu'on n'a pas compris. Parce que j'ai juste ma dernière question. Après, je vous passe la parole. Vous êtes plus bref aussi. Il y a une petite question épistémologique au fond. Est-ce que la conscience peut se comprendre elle-même? Parce que comment est-ce n'importe quel niveau de logique ou de compréhension peut se contenir lui-même? Ça, c'est presque du Gödel, au fond. On n'a pas accès à nos propres axiomes parce qu'on est pris dedans. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le dernier mot sur notre propre conscience, puisque c'est cette conscience qu'on utilise pour comprendre la conscience? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Peut-être. Et je vais répondre avec un autre de mes philosophes préférés. Je pense pas belge. Non, il n'est pas belge. Okay. Mais tu le connais. James Bond. Quand il dit « jamais dire jamais ». Okay. Et donc, naïvement, comme clinicien, pragmatique, peut-être que c'est impossible, et certains philosophes le disent, ici, Beatball par exemple, et il y a des raisons pour en effet dire on est trop limité. Et néanmoins, je continue à essayer. L'optimisme est une obligation morale. Clairement, les applications cliniques sont trop importantes. Certains disent la conscience est une illusion. Ouais. Ok, mais si j'ai ton partenaire, ton enfant aux soins intensifs dans le coma, là, ça devient une illusion qui est vraiment importante. Donc c'est trop important quand on a ces maladies du cerveau, ces démences, ces post-traumatiques, il y a quelque chose là. Et donc, pour moi, c'est vrai, c'est un énorme défi. On est loin de l'avoir compris. Il va falloir quelques prix Nobel ou quelques prix de la Fondation. Oui. Et c'est important de ne pas s'auto-censurer. Quand moi j'ai commencé dans les années 90, c'était not done, là. On ne trouvait pas du financement. C'était trop compliqué. Et les behavioristes, Skinner, Pavlov, on regarde ce qui rentre, ce qui sort. Le reste, ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué.
Mais c'est justement ça qui est intéressant. Et même si c'est compliqué, il faut augmenter nos efforts, il faut motiver les jeunes pour faire ce travail-là. Et on fait parce que c'est difficile. Là, on est dans une nouvelle époque de la recherche par rapport à tout ça. Cet intérêt vraiment pour... J'espère, j'espère. Bon, alors, voilà, je m'arrête. Je passe la parole à la salle. Monsieur, vous levez la main, là, oui. Voilà, j'essaye de m'endormir. Alors, je me répète dans ma tête. Mais pas en écoutant Steven Moore. Non, ok. Non, je me répète dans ma tête, je suis serein, je veux dormir. Mais si quand je dis ça, ça a l'impression d'être calme, mais en fin de compte, j'ai en arrière-pensée un problème. Est-ce que je peux tromper le cerveau? Le cerveau, tromper le cerveau, oui, certainement. Hein. D'ailleurs, en ce moment même, vous avez là une perception qui est une reconstruction. C'est votre vérité. Vous voyez quelque chose et vous allez retenir quelque chose d'autre que vos voisins. Hein. Tout ça, c'est le cerveau qui vous joue des tours. Et vous pouvez, oui, l'utiliser dans votre avantage. Quand vous avez des problèmes d'insomnie, et c'est ça qu'on fait avec l'hypnose. L'hypnose, c'est des petits trucs là. L'auto-hypnose, parce que c'est ça, on apprend à diriger l'attention ailleurs, à être absorbé et dissocié. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez vous entraîner, faire un body scan, vous pouvez... Donc oui, c'est des moyens d'avoir quand même un impact sur ce qui se passe là-haut. Alors le sommeil, c'est là tout un chapitre. Peut-être je vais revenir quand le livre sera sorti chez Odile Jacob, parce que j'ai pas mal de questions sur ce sujet-là, qui est justement aussi un exemple de lâcher prise. Si vous êtes dans votre lit, vous dites « je vais tromper mon cerveau, je vais dormir, ça va pas marcher ». Donc c'est tout un travail de comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'endormir, on se réveille en pleine nuit, on se réveille trop tôt. Et j'ai pas répondu à la question entre l'inconscient et le conscient, mais en permanence là, il y a plein d'activités en dessous du radar, mais ça a quand même un impact. Et donc, c'est fascinant. Et c'est pour ça qu'on passe notre cerveau passe le tiers de sa vie à dormir. C'est assez nul, ce truc-là, au niveau évolutif. En fait, non. Et je vais t'envoyer mon livre pour dire que c'est vraiment... J'espère bien. Ouais. Oui, Barbara, ouais. J'aimerais revenir vers le cerveau magnifique de Mathieu Ricard avec une question. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est grâce à la méditation qu'il a ce cerveau? Parce que moi, je peux faire l'hypothèse qu'il est né avec ce magnifique cerveau et c'est grâce à ça qu'il est devenu ce qu'il est, ou avec un clin d'œil vers Hugo, peut-être parce qu'il a été végétarien la plupart de sa vie. Qu'est-ce qui vous permet de nous dire que c'est grâce à la méditation? Est-ce qu'il y a des études qui montrent clairement pré et post? Est-ce que, voilà, j'aimerais bien encore plus convaincu que de... Oui, merci pour cette question, parce que j'étais un peu bref. On a commencé avec ces extrêmes. Hein. Ces bouddhistes et ces experts en méditation nous permettent de voir plus vite. Mais les études longitudinales, où on prend une cohorte, et puis on va randomiser. Il y en a qui vont faire une tâche contrôle, puis il y en a qui vont faire... Le plus étudié, c'est quand même les Wiseman de Mindfulness-Based Stress Reduction. Et là, on va voir qu'il y a ces effets, et on va pouvoir démontrer qu'il y a... La causalité, c'est toujours un défi. Il y a plein de facteurs confondants, comme vous dites, ce qu'on mange, nos habitudes de vie. Mais il y a de plus en plus d'études qui nous montrent que oui, la méditation, ça change la structure et le fonctionnement du cerveau. Et on n'est pas né avec. Comme ce que vous dites, peut-être que c'est juste voilà, son talent qu'il a de naissance. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi chez les patients. Je vois en consultation. Voilà, je ne peux pas dormir, j'ai des maux de tête, mais c'est comme ça. J'ai des angoisses, ou ma mère, ma soeur, c'est dans mes gènes. Je ne peux rien faire, docteur. Vous avez une idée de combien est déterminé, vous avez parlé de déterminisme, génétiquement, en pourcentage, pour ce qui est de ses capacités mentales. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Vous ne pouvez rien y faire. 15%. Non, le pourcentage qui est déterminé par vos gènes, quand on parle 40, oui, 15%, qui dit plus, qui dit moins. On pensait un tiers, 30-40% en effet.
Il y a une étude récente dans Genetics qui dit 7-8%. Et donc c'est formidable, on peut faire beaucoup. Et donc je vois ça un peu comme maintenant ma mission comme scientifique, de réorienter nos recherches sur justement ce que nos habitudes de vie vont avoir comme impact au niveau de la neuroplasticité, c'est tout le domaine de la psychologie positive. Et donc il y a là quelque chose à développer, un message à faire passer. Donc pour répondre à votre question, je pense quand même que ça a été maintenant suffisamment démontré que c'est vraiment l'intervention qui peut nous faire du bien. Et puis après, c'est l'application clinique, il faut plus d'études. Quelles sont les indications, les contre-indications, les effets secondaires, on n'en a pas encore parlé, si vraiment je vais l'utiliser en médecine. Oui, mais c'est assez étrange que ça fasse augmenter la taille de certains centres, la méditation. Mais surtout, on sait que, par exemple, la taille du cerveau, en général, n'est pas liée à l'intelligence, au fonctionnement du cerveau. Et la plasticité, elle ne se joue pas tellement sur le volume, mais plus au type de connexion, au type de synapses qu'on aura, le nombre de synapses, etc. Ce n'est pas tellement une question de volume. Ou leur volume relatif, c'est clair que, je dois faire attention parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, mais le cerveau de femme est plus petit. C'est comme ça. Et puis l'homme est un peu plus grand statistiquement, est un peu plus musclé, et on organise des Jeux Olympiques pour les femmes, pour les hommes. Là, je dois faire très très attention à ce que je dis. Mais c'est pas ça qui compte, bien évidemment. C'est pas juste la taille. L'éléphant, il y a un cerveau plus grand, la baleine, et c'est un peu plus complexe, et justement au niveau de ces interactions que ça se joue. Mais je suis fasciné quand même par cette neuroplasticité. Moi, j'ai encore appris à l'université, on fait que perdre des neurones. Ben là, le dogme, il était faux. Il y a la neurogénèse, on fait des cellules et surtout des connexions en permanence. Évidemment, c'est surtout les bébés, mais là aussi, on peut apprendre, on peut continuer à stimuler notre cerveau, à travailler notre neuroplasticité. Alors, là-haut d'abord et après, madame. Oui. Pour en revenir à ce que madame a dit là, sur comment vous déterminez ce qui est déjà déterminé. C'est un peu ésotérique en fait, dans le sens où on dit oui, 8% d'une capacité d'un talent est déterminée, mais ce monsieur-là qui était visiblement quelqu'un de très érudit, et qui l'est toujours, il a quand même des capacités supérieures, en tout cas sur certains points de vue, à la personne moyenne, à la moyenne, aux personnes lambda, on va dire. C'est-à-dire qu'il a réussi à briller par des capacités, un talent, donc, et il y a une partie quand même qui était quand même déterminée génétiquement. Je comprends. Et comment est-ce qu'on peut déterminer ce qui est déterminé? Enfin, moi je ne vois pas quels sont les critères. Comment on peut étudier dans le génome qu'est-ce qui nous rend intelligents ou qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui aurait fait que Albert Einstein, qui était, qui avait des capacités quand même incroyables dans le sens de certaines réflexions, avait ce talent-là, alors qu'en fait, il n'avait pas vraiment de contexte favorable pour l'entraîner. Donc, est-ce qu'il travaille quand même dans des endroits qui sont un peu ennuyeux, comme le bureau du brevet fédéral, les bureaux des brevets, et je ne vois pas comment... Il y a quand même quelque chose qui est inné. Enfin, c'est ce que je veux dire, en fait. Merci pour cette question, et je vais répondre à nouveau par une citation d'un Belge que vous connaissez, Jacques Brel, qui dit « Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose ». Je pense que c'est vraiment important. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose, c'est la motivation. Et donc je pense que c'est clé, c'est difficile à mesurer, mais le message, il est là. Oui, on a des talents, et voilà, si vous décidez demain de devenir le champion olympique des 100 mètres, ou basketteur, ok, il y a certaines choses où il faut quand même être à l'écoute de ces talents. La génétique joue un rôle, il y a beaucoup de facteurs, il y a en effet la chance, il y a l'épigénétique. Très longtemps, il y avait le dogme, notre matériel génétique, c'est comme un livre, là. C'est imprimé, c'est comme ça. On a compris comment ces gènes s'expriment, mais c'est influencé par l'environnement. Et donc, pour répondre à la question, et c'est un message très positif, évidemment, il y a beaucoup de facteurs.
et on a beaucoup de chance d'être là ce soir. Et en même temps, il y a ce message et les études scientifiques qui démontrent, et c'est grâce à des études, par exemple, chez des jumeaux. D'accord ? Là, ils sont identiques au niveau génétique. Je prends des jumeaux, il y en a qui ont été séparés. Et donc là, on peut identifier quelle est l'importance de l'environnement versus le génétique. Puis, en plus, le cerveau, c'est un système qui s'auto-construit finalement avec pas tellement de gènes que ça. On a 20 000 gènes en tout, mais ceux qui codent directement pour le cerveau, ils ne sont pas si nombreux. Enfin, bien sûr, ils sont un certain nombre. Et donc, c'est un système qui va s'auto-construire, qui va lui-même voir comment on fait quoi. Et assez rapidement, il va se distancer. On voit aussi ça chez les vrais jumeaux. Il y a beaucoup de similitudes, mais aussi des différences, même au moment de la naissance, dans l'autoconstruction in utero. Donc, c'est un système... Du coup, il y a le déterminé, puis il y a l'inné, mais là, c'est déjà de l'acquis même in utero, parce qu'il s'est autoconstruit différemment. C'est un organe très spécial pour ça. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, ça me fait penser à ce développement déjà avant la naissance, et la question qui est très difficile, et où je pense qu'on a commis l'erreur historique de sous-estimer, encore une fois, la conscience chez les nouveau-nés. Hein? On a pensé, moi, dans les années 80, j'étais à l'UNIF, les nouveau-nés, ils ressentent rien. Hein? On a fait des interventions invasives en disant, il n'y a pas de douleur. Et puis, on a compris, ben non. Hein? Et c'est la même chose dans mon domaine, le coma, on ne peut plus communiquer, il n'y a pas de réaction, donc il est inconscient. Ou les personnes âgées, en stade terminal de démence, il ne répond plus, il est végétatif. Et je pense qu'on a une vision trop simpliste, binaire. On est conscient, on est inconscient. Mais évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas binaire, noir-blanc, c'est même pas 50 nuances de gris. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, oui, il y a la conscience du nouveau-né, de la personne en fin de vie, et il y a la conscience de l'animal. Hein? Et c'est difficile, et on est en effet déterminé, on a des sens, et donc on a difficile, c'est ce que Nagel dit, « What is it like to be a bat ?» C'est quoi d'être une chauve-souris avec cette éco-localisation, on n'a pas ce sens-là. Et donc, cette difficulté, à nouveau cet anthropocentrisme, je regarde ça avec mes lunettes-là, de l'homme blanc de mon âge, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien chez le nouveau-né, et même in utero. Donc, j'ai fait un TEDx, et on a, grâce au Human Brain Project, collaboré avec des experts à Tübingen. Il y a 2 machines sur la planète qui permettent de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau in utero du fœtus. Et donc mon épouse, avec le petit Louis qui était déjà un cobaye, on est allé là-bas, ça s'appelle une magnétoencéphalographie, hein, donc on mesure les petits courants magnétiques, c'est pas invasif, et donc mon épouse chante, et puis on voit ce qui se passe. Il y a des bips, il y a des flashs qui traversent, et on voit que le cerveau s'allume. On a même pu démontrer, donc Louis, je suis très fier, est déjà dans une publication scientifique, j'avais un peu entraîné à l'avance, il avait entendu des bips, donc ça aussi c'est un test de la conscience, de dire si j'arrive à le garder en mémoire de travail, c'est probablement important pour la conscience. Donc si je fais bip, 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 si c'est le bip, votre cerveau il fait un potentiel évoqué différent. Okay? Ça c'est assez simple. Eh bien il l'avait, j'étais trop fier. Mais puis, on va une étape plus loin, qui a un effet global. Il a été décrit d'ailleurs à Paris par l'équipe de Anne, Nakache. C'est bip, 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 bip. Là, je m'attendais à un hip. Et donc ça, il l'a fait aussi. Et donc, c'était une découverte à nouveau, comment les choses s'évoluent et que les nouvelles technologies nous permettent quand même de réduire notre ignorance. Madame. Oui, volontiers. Vous avez parlé ce soir des bienfaits de la méditation, différentes formes de méditation sur des sujets isolés, des entrepreneurs, scientifiques, aux familles, etc. J'aimerais volontiers vous entendre sur les bienfaits de la méditation qui seraient pratiqués à l'école, si vous avez eu l'occasion de faire des recherches ou si vous avez un avis sur l'impact que pourrait avoir cette méditation sur les apprentissages des élèves.
Merci pour cette question. Nous, pas, mais il y a une littérature et je pense que c'est clair maintenant qu'on peut donner des outils aux jeunes pour faire face aux défis, de reconnecter avec leur ressenti émotionnel et ça demande une expertise. Donc c'est des professeurs qui ont eu la formation où il faut bien déterminer quelle est la question qu'on se pose. Hein. On veut voir quoi? L'impact sur l'intelligence, l'impact sur leur intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, etc. Donc vraiment, il faut traduire ça vers un protocole scientifique, ce qui a été fait, proposer une méthodologie standardisée, comparée avec des groupes contrôle, etc. Et donc les premiers résultats sont encourageants et je suis convaincu que c'est juste une question de temps et que c'est très particulier qu'aujourd'hui, notre société, il y a des énormes défis, il y a les technologies, les réseaux sociaux, nos jeunes, c'est pas évident, on dit ils ont tout. Et néanmoins, il y a les automutilations, il y a les tentatives de suicide, il y a SOS suicide, mais c'est pas juste ça. Pourquoi est-ce que on voit ça ici en Suisse, en Europe, et que leur donner des outils pour gérer cela, clairement, a une valeur ajoutée, et il y a une série d'études, y compris en neuroimagerie, qui le démontrent, et je suis vraiment un énorme... Vous avez compris, je défends ces projets-là et je pense que ça doit faire partie du curriculum, qu'on continue trop à pousser juste la connaissance. On parle d'intelligence artificielle, de superordinateur, de virtual reality, le metaverse et Elon Musk. Ce n'est pas juste la technologie qui va nous sauver. Artificial intelligence, il n'a pas les réponses aux vraies questions. Hein, les questions éthiques. On travaille avec Toyota. Donc là, il y a des robots full of artificial intelligence. On sait qu'ils jouent aux échecs mieux que nous, que les meilleurs humains. On a là des robots qui jouent de la musique. Alors j'y étais, et c'est vraiment bien. Mais c'est tous les soirs la même chose. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Et puis, le dernier, là, il joue au basket. Vous ne regardez pas très longtemps, il ne rate jamais. Hein? Alors, il n'est pas heureux s'il fait un point. Hein? Mathias, il joue au basket, mais lui, il est motivé. Il veut, et il est frustré quand il rate. Donc c'est là où il faut reconnecter avec... On a notre humanité, les émotions, et je pense qu'on l'a un peu négligé et que le défi, il est là. Donc merci pour cette question. Et oui, les études montrent la valeur ajoutée. Merci, mais on me fait signe qu'il faut arrêter là, donc je suis désolé pour les questions qui restent. Et merci beaucoup. Je passe encore juste la parole à Guizou, mais merci beaucoup à Steven Lorest. Merci à vous d'être venu du grand royaume de Belgique, éclairer les consciences de cette petite Suisse. Du Canada, en réalité. Venu du Canada, parce qu'en plus, maintenant, il est au Canada. C'est un Belge émigré pour coloniser le Canada, avec la bonne parole. Mais là, merci beaucoup, en tout cas. Je passe la parole encore à Guizou. Donc, merci beaucoup, Steven, pour cette conférence. Et puis, merci beaucoup à Bertrand, malgré son côté Colombo. J'aimerais tous vous remercier au nom de la Fondation Jeantet d'être venus si nombreux à cette deuxième conférence publique. L'idée, c'est d'en avoir 2 fois par an. Donc, si vous avez des suggestions, il y a des feuilles dehors. Si vous pouvez noter vos suggestions, on essaiera de répondre aux demandes que vous pourriez avoir. Si vous avez des suggestions de conférenciers, c'est encore mieux. Et sinon, je vous invite à un petit apéritif ici dans le hall dehors. Donc, merci beaucoup. En pleine conscience. En pleine conscience.